la SAQ en grève aujourd'hui. Pour le moment, là, ils nous disent qu'aucune discussion sur nos demandes monétaires ne sera acceptée. L'île du Prince-Édouard, dorénavant la référence en matière de services de garde. Ce que le Québec doit apprendre de l'île du Prince-Édouard, il ne faut absolument pas négliger la qualité. Et Kamala Harris tente de se dissocier de la présidence de Joe Biden dans une entrevue sur les ondes de Fox News. Bonjour, ici Mathieu Bellumeur, bienvenue au Radio Journal. Les employés de la Société des alcools du Québec sont en grève aujourd'hui. Un débrayage surprise de 24 heures pour les 5000 employés de magasins et de bureaux de la SAQ. Jean-Philippe Robillard, ils sont insatisfaits du déroulement des négociations avec le gouvernement. Oui, Mathieu, des négociations qui durent depuis 2 ans maintenant et qui n'ont toujours pas abouti, qui n'ont toujours pas porté fruit selon le syndicat. Alors, les syndiqués de la SAQ vont décider, vous l'avez dit, de déclencher une grève de 24 heures pour dénoncer l'attitude de la partie patronale, dénoncer également la façon dont déroulent les pourparlers pour le renouvellement de leur convention collective. On écoute la présidente du syndicat, Lisa Courtemanche. Tout ce qui pouvait coûter ne serait-ce qu'une scène était reporté au monétaire, aux discussions monétaires. Et là, maintenant, c'est non, on discute aucunement de vos demandes. Fait que là, on se sent floué par ce comportement-là à la table de négociation. C'est un comportement odieux de la part d'une société d'État. Alors, la présidente du syndicat qui demande, Mathieu, au grand patron de la SAQ d'intervenir pour faire débloquer les pourparlers. Et rappelez-nous sur quoi achoppent les négociations. Alors, actuellement, les négociations achoppent sur la précarité d'emploi. On veut qu'il y ait plus de postes permanents et sur l'accès aux avantages sociaux, aux assurances collectives pour les soins de santé. Le syndicat déplore aussi l'offre salariale de la SAQ qui est de 16,5 sur 6 ans, ce qui est moins que ce qu'ont obtenu les employés du secteur public. Alors, donc aujourd'hui, il y aura du piquetage, des piquets de grève devant les succursales de la SAQ un peu partout au Québec. Merci Jean-Philippe. Merci, au revoir. Le Québec n'est plus la province qui paie le mieux ses éducatrices en service de garde. Et selon des experts qui conseillent le gouvernement fédéral, le réseau québécois des centres de la petite enfance n'est plus la référence au pays. C'est maintenant l'île du Prince-Édouard qui fait figure de modèle pour attirer et retenir les éducatrices. Thomas Jean. Est-ce que c'est bon, Caroline? Oui. Au CPE Jardin des Étoiles de Summerside, Aya Tarji entame sa 2e année et elle gagne déjà près de 30 $ de l'heure. Au Québec, elle gagnerait 20 $. C'est vraiment un très bon salaire pour débuter la vie. Je voulais partir à d'autres provinces, mais le salaire n'était pas vraiment très intéressant. Depuis 3 ans, l'île du Prince-Édouard a augmenté la rémunération des éducatrices de 50%. C'est maintenant la province qui les paye le mieux au Canada. Et ça a tout changé, raconte la directrice du CPE, Katera Arsenault. Ça nous a vraiment aidé avec le recrutement et la rétention de nos employés. Elles se sentent valorisées. Le ministère de l'Éducation et de la Petite Enfance constate même le retour d'éducatrices qui avaient quitté le réseau pour aller travailler ailleurs. En conséquence de ces meilleures conditions de travail, les programmes d'études sont pleins et la province peut créer des places au fur et à mesure que des éducatrices qualifiées s'ajoutent. Le Québec devrait s'en inspirer selon Sophie Mathieu, spécialiste principale des programmes à l'Institut Vanier de la famille. Ce que le Québec doit apprendre de l'île du Prince-Édouard, c'est qu'il ne faut absolument pas négliger la qualité. Au Québec, on développe des classes d'abord et ensuite on s'occupe de la qualité. Selon nos sources, le comité d'experts qui conseille le gouvernement fédéral sur les enjeux de petite enfance considère le modèle de l'île du Prince-Édouard comme l'exemple à suivre. Ici Thomas Gerbert, Radio-Canada, Summerside. Ce sont 330 employés de l'Agence du revenu du Canada qui ont obtenu l'attestation canadienne d'urgence, la PCU, durant la pandémie et qui n'auraient pas dû la recevoir. Ils ont été congédiés par le gouvernement fédéral. L'enquête interne a été menée auprès de 600 fonctionnaires de l'agence. La PCU était offerte aux personnes qui avaient perdu un emploi ou un revenu de travail autonome pendant la pandémie de COVID-19. À Ottawa, la rivalité entre Justin Trudeau et son adversaire conservateur s'est transportée hier de la Chambre des communes à la salle d'audience de la commission d'enquête sur l'ingérence étrangère. Lors de sa 2e comparution devant cette commission, le premier ministre a reproché à Pierre Poilievre de fermer volontairement les yeux sur des informations cruciales en refusant de demander sa cote de sécurité secrète. Christian Noël a préparé ce qui suit.
À l'ordre, s'il vous plaît. Une commission censée être non partisane, un premier ministre qui choisit de sortir ses gants de boxe. To willfully remain ignorant. Justin Trudeau accuse Pierre Poilievre d'être nonchalant au sujet de l'ingérence étrangère. I have the names of a number of parliamentarians. Le premier ministre dit avoir les noms de conservateurs compromis par l'ingérence étrangère et soutient avoir demandé aux services secrets d'en informer Pierre Poilievre. To not receive the necessary clearance. Mais le chef conservateur, dit-il, ne peut recevoir l'information complète parce qu'il refuse de réclamer sa cote de sécurité secrète. Is simply irresponsible. Une attitude irresponsable, selon le premier ministre. En restant dans l'ignorance, poursuit-il, Pierre Poilievre est incapable de protéger l'intégrité de son propre parti. Being unable to protect the integrity of his party. Pierre Poilievre défend son refus. Selon lui, obtenir ces informations sous le sceau du secret le condamnerait au silence. Pierre Poilievre nie aussi avoir été informé que des conservateurs sont visés par l'ingérence. Pourtant, un rapport ce printemps indique que c'est bel et bien le cas, mais les noms sont classés top secret. Justin Trudeau est sur la sellette en ce moment, avec l'expulsion de diplomates indiens et une fronde larvée au sein de son propre parti. Le premier ministre semble avoir décidé que la meilleure défense, c'est l'attaque. Ici Christian Noël, Radio-Canada, Ottawa. Et Christian parlait en ce qui concerne l'expulsion de diplomates indiens par Ottawa. Le gouvernement de New Delhi s'en prend de nouveau à Justin Trudeau aujourd'hui en l'accusant cette fois de désinvolture et en lui faisant porter tout le blâme de la détérioration des relations entre les deux pays. Le gouvernement Trudeau a chassé des diplomates indiens quand la GRC a affirmé détenir des preuves crédibles que New Delhi a orchestré des crimes en sol canadien. Ottawa accuse notamment l'Inde d'avoir organisé le meurtre d'un militant séparatiste russie en Colombie-Britannique l'année dernière. Ailleurs dans le monde. Allons aux États-Unis, où les deux candidats à l'élection présidentielle sont sortis de leur zone de confort hier soir pour tenter de rallier des électeurs qui leur sont peu favorables. Kamala Harris a donné une entrevue sur les ondes de Fox News, une chaîne favorable aux républicains, où elle a promis une présidence en rupture avec celle de Joe Biden. Donald Trump, lui, participait toujours sur Fox News à une séance de questions-réponses avec un public entièrement féminin. Compte rendu de notre correspondant aux États-Unis, Frédéric Arnaud. Kamala Harris a été sortie de sa zone de confort lors d'une entrevue plutôt confrontationnelle avec Bret Baier, journaliste de Fox News, une chaîne évidemment pro-Trump. Attaquée sur le bilan de l'administration Biden en matière d'immigration, Kamala Harris s'est excusée aux familles des victimes qui ont été assassinées par des illégaux qui avaient été détenus puis relâchés. Mais elle a répliqué que pour éviter ces cas malheureux et exceptionnels, la Maison-Blanche et les républicains avaient négocié un plan pour renforcer le contrôle à la frontière. Mais il a finalement été balayé par les élus républicains sur les ordres de Donald Trump. Donald Trump a-t-il répété, est inapte à servir, il est instable, dangereux et les gens sont épuisés. La candidate démocrate a aussi affirmé proposer une certaine cassure avec l'administration Biden si elle était élue. En parlant d'avoir un bagage différent de l'actuel président démocrate avec d'autres solutions au problème. Toujours sur Fox News, Donald Trump lui a participé à une séance de questions-réponses avec un auditoire exclusivement féminin. Il s'est notamment proclamé père de la fertilisation in vitro, alors que les républicains du Congrès ont voté à 2 reprises au cours des 4 derniers mois pour bloquer des projets de loi qui protégeraient la légalité de cette procédure, y compris un projet qui garantirait également sa couverture par les assurances. En difficulté dans les intentions de vote chez les femmes, notamment à cause du dossier de l'avortement, Donald Trump a cependant besoin de reconquérir ses électrices pour gagner, surtout dans les 7 États clés. Ici Frédéric Arnould, Radio-Canada, Phoenix en Arizona. L'armée israélienne a mené une frappe aérienne sur la ville syrienne de Latakia au cours des dernières heures. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'attaque visait un entrepôt d'armes du Hezbollah. L'armée israélienne mène régulièrement des bombardements sur la Syrie, mais elle vise rarement cette ville portuaire du pays. Et puis en terminant sur la scène musicale. L'ancien chanteur du groupe One Direction, Liam Payne, a été retrouvé mort après être tombé du 3e étage d'un hôtel de Buenos Aires. La police avait reçu un appel concernant un homme agressif, possiblement sous l'influence d'alcool et de drogue. À leur arrivée, ils ont retrouvé le corps du chanteur de 31 ans dans la cour de l'hôtel. Liam Payne était l'un des 5 membres de ce très populaire groupe One Direction qui est devenu une véritable sensation mondiale au début des années 2010. Voilà, c'était le Radio Journal, ici Mathieu Bellemare. Au nom de toute l'équipe, merci d'être à l'écoute. Bonne journée.